Alors, avant d'aborder le Togo, on continue d'évoquer un peu le Mali. Docteur, il y a un aspect sur lequel je voudrais qu'on insiste. On l'a vu dans le cas du Zimbabwe, on le voit aussi dans le cas du Mali, où l'opposition demande un accès équitable aux médias publics. Alors, pourquoi on constate ce déphasage-là en période électorale sur les médias publics? Vous avez le pouvoir qui est hyper présent, et l'opposition à qui on consacre des bribes de temps. Oui, c'est parce que c'est des pays de sous-développement. À la dernière élection présidentielle au Ghana, j'étais là-bas. Et l'opposition a ces chaînes de radio, de télévision que les gens suivent, ils s'en foutent des choses du pouvoir. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Les oppositions n'ont pas d'argent. Ils ont des télés qui sont mieux regardées. Au Nigeria, c'est plein, des privés, on fait des choses. Et là, on s'en fout que le pouvoir monopolise. Puisque au Ghana, les deux grands partis ont deux grandes télévisions qui sont suivies à égale valeur avec les choses. Donc les gens s'en foutent que le pouvoir soit accroché aux choses. Eux, ils ont leur télévision, donc c'est ça aussi. Maintenant, si vous voulez, dans tout le pays, il y a combien de gens qui ont la télévision dans nos campagnes, dans nos fermes. Donc le gros problème, c'est la sensibilisation sur le terrain. C'est-à-dire que je viens de chez ma mère, là, dimanche passé, dans toute la région, il n'y a pas de courant. Donc, qui va voir la télé là-bas? C'est peut-être la radio, tout ça. Et il faut faire du porte-à-porte, région par région. Et j'ai calculé la fois passée avec vous. Dans ma région d'Amou, tout simplement, pour qu'un parti politique puisse faire, il faut au moins 15 gros villages. Dans la Mousselle, hein. Combien de jours vous allez faire 15 gros villages? Les paysans vont au champ. Ils ne vous attendent pas toute la journée. Et demain, c'est un autre groupe qui vient. Ils vont au champ le matin et c'est à 16h qu'ils arrivent. Donc, vous n'avez que entre 16h et 18h, il n'y a pas de courant là-bas donc pour parler aux paysans. Bon, si vous voulez faire que ces 15-là, ça vous fait 15 jours au moins. Hein, pour une petite préfecture comme l'Amou. Vous allez à Takwame, à Karatou. Donc, ça prend énormément de temps. Ah oui, c'est une question de moyens. Et les paysans, ils t'écoutent, demain, ils écoutent un autre. Et des fois, ça se télescope parce que le paysan, il doit aller au champ. Hein, c'est quand il revient fatigué qu'il écoute d'une oreille distraite. Donc, le problème de la télévision, on peut louer des chaînes, on peut avoir des radios. Et si les militants payaient, c'est quand même pas compliqué d'avoir une télévision. Mais sur les chaînes d'État, la loi prévoit quand même cet accès équitable. La loi prévoit, mais bon, les parlementaires doivent exiger ça. Qu'est-ce qu'ils font, les députés de l'opposition? Mais les gens dénoncent, rien ne change. Oui, mais moi, je ne comprends pas. Alors, je me rappelle sur ce débat-là, Yohannes Sakoli, à un moment, j'écoutais l'ancien directeur de la télévision togolaise qui expliquait que ce qui se passe, en fait, c'est que en période électorale, c'est vrai, le président devient candidat, mais en même temps, il a ses activités de président que la chaîne doit couvrir, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il a plus de temps de parole. Oui, ce qui est tout à fait normal. Moi, hier, récemment, on a assisté à une réunion à la HAC avec les médias d'État, d'accord. Mais je crois que le débat, c'est-à-dire que le souhait même des institutions de régulation, c'est que, bon, voilà, ces médias-là puissent couvrir aussi bien les activités du pouvoir que de l'opposition. Mais parfois... Si la HAC s'en inquiète, c'est l'hypocrisie-là. C'est eux qui sont censés faire la régulation. Ils ont le monitoring. On les a, mais tu vas voir avec quels outils ils travaillent. Bon, ça c'est donc c'est dire que mais quand même avec l'opposition, c'est que parfois il y a des réticences. D'accord, pour pouvoir quand même, par exemple, lors des manifestations, vous voyez, ils voient, ou bien les militants voient par exemple les caméras de la TVT, c'est qu'ils les prennent pour cible. Moi, je me rappelle, lors des élections passées, j'ai appelé, quand on vient couvrir les manifestations, on va choisir les endroits où il n'y a pas foule, et on montre quelques secondes pour dénigrer, c'est pas professionnel. Il y a toujours les mécanismes de traitement de l'information. Je crois qu'en période électorale, les règles sont assez claires. On fait tout quand même pour réserver les mêmes minutages pour tout le monde. Mais quand même, je pense que
l'opposition n'est vraiment pas parfois accessible. Je me rappelle, lors des dernières présidentielles, nous prenons tous les candidats en interview. Je me rappelle, j'ai eu la maladresse d'appeler, d'accord, le responsable communication du chef de file de l'opposition. Je vous dis que sur 10 à 15 minutes au téléphone, on manque proprement lavé. On manque proprement lavé. Pourquoi? Peut-être vous êtes tombé sur lui sur un mauvais jour. Non, pas sur un mauvais jour, parce que ce sont des gens qui pensent que les médias, par exemple, d'État sont à la solde du pouvoir. C'est l'impression que les médias d'État donnent. Mais pourquoi parce qu'ils vous sont venez fonctionnaires, ils se disent on doit faire allégeance au pouvoir. C'est l'impression qu'ils donnent. Vous savez, dans pratiquement peut-être tous les pays au monde. Et c'est fédéral. D'accord. Parce que c'est le service public. Mais non, on voit France 2. On voit France 2. On voit les chaînes. C'est pour ça on milite pour que les médias deviennent des offices. D'accord, pour que quand même ils puissent avoir une certaine autonomie de gestion. Mais n'a pas rapport au Mali et à ce que l'opposition réclame. Mais est-ce que c'est dans les rues? Est-ce que c'est dans les rues de Bamako, de Akida ou autre qu'il faut exiger l'accès équitable? Je pense que il y a encore le dialogue ici. Oui, justement, il y a des cadres appropriés pour cela. D'accord, David, je suis désolé. Je suis peiné de te. Non, c'est la question de l'accès aux médias d'État. Non, franchement, c'est un problème qui mine l'Afrique. C'est pas en période électorale que le chef de l'État va se mettre à courir. Et comme disent que c'est parce qu'il est donc quand vous êtes candidat, vous enlevez votre manteau de chef d'État. Mais la République ne s'arrête pas. Non. Mais la République ne s'arrête pas. Vous devenez candidat, vous avez les mêmes droits que les autres. Oui. Non, mais vous dirigez le pays quand même. Vous dirigez le pays, non? Je refuse pas. Ok. Mais tout ce qui rentre dans le cadre de vos activités politiques ou administratives s'arrête là. Le chef de file de l'opposition aussi a des activités politiques qui n'ont jamais été couvertes. Je ne parle pas du Togo, mais je parle du cas du Mali, qui n'ont jamais été couverts. Et c'est difficile, c'est en cela que l'opposition exige un accès équitable. Et je pense que dans les rues, nos pays doivent comprendre que pour éviter justement que la population descende dans les rues, que l'accès aux médias d'État en période électorale, au moins pendant cette période, leur soit consacré entièrement. Ça ne coûte rien. On a vu des images, comme vous le dites tout à l'heure, sur des manifestations politiques de certaines formations politiques de l'opposition qui frisent le ridicule. Et ça fait mal quand vous mobilisez autant de monde et que le soir à 20h, on passe des images d'un groupe de personnes pour dire que voilà les manifestations de l'opposition. Sabotage politique, ça s'appelle. Et donc je pense quand même que pour que nos pays évitent qu'on se rende compte que la population descend dans les rues, pendant la période électorale, c'est 2 semaines de campagne. Et puis après, c'est fini. Qui sait aujourd'hui si au Mali, ceux qui dirigent l'ORTM aujourd'hui, qui clouent l'opposition ainsi, qui sait si demain l'opposition vient au pouvoir? Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de Alassane Ouattara au pouvoir, toute la direction de la RTI a été changée pour justement les punir parce qu'ils avaient trop consacré du temps à Gbagbo. Et donc on n'a pas besoin de ça. Il y a des compétences au sein de cette télévision. Il faut que ces compétences se mettent en valeur et que pendant les 2 semaines des campagnes, que les médias publics puissent être ouverts à l'opposition aussi équitablement qu'au parti au pouvoir. Oui, mais pourquoi vous ne faites... Pourquoi... Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si toute l'opposition se met, ils vont faire une télévision qui est même mieux que la télévision d'État. Peut-être qu'on dira que... Peut-être qu'on dira que... Non, pour avoir une télévision... La loi est claire, la loi est équitable dans tous les partis. Oui, pendant la période électorale. Mais je pense que ce que l'opposition réclame mais au Ghana, ils ont réussi ça. D'accord, est légitime. Mais toutefois,
je ne pense pas que c'est la rue qui est le lieu d'expression de ces revendications. On peut avoir d'autres cadres de discussion pour pouvoir débattre de l'accès équitable de l'opposition. En tout cas, on va parler, puisque vous évoquez le cadre de discussion, ce n'est pas le Togo à qui on va faire la leçon sur le cadre de discussion, le dialogue qui était du moins à l'arrêt depuis quelques semaines pourrait éventuellement reprendre. En tout cas, les facilitateurs optent pour une nouvelle feuille de route. C'est à l'issue d'une rencontre qu'il y a eu samedi dernier avec les deux partis, Pouvoir et Coalition des 14. La CEDEAO et la facilitation se sont mises ensemble et on apprend qu'une feuille de route va s'ouvrir sur le sujet David Diakwavi. Est-ce que vous croyez encore dans un dialogue togolais? Bon, est-ce que j'y crois? Mais pas l'église, hein. C'est quand même assez extraordinaire que pour ce dialogue, qu'on a débuté en février. En février, le 19 février. Aujourd'hui, on sort en mois de juin et qu'on n'ait pas avancé d'un iota, ça fait réfléchir. Ça prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de divisions sur le plan politique qui opposent les deux formations, les deux camps. Du coup, l'intérêt du peuple n'est plus mis en avant et les gens font des calculs politiques pour justement garder ce qu'ils ont à leur niveau. Et c'est ce qui a provoqué ce report, annulation, où on en est aujourd'hui. Si la CEDEAO propose une nouvelle feuille de route, on verra ce que ça va donner. Mais je crains, je doute fort que ça puisse apporter quelques éléments de nouveau. Parce que les principales questions qui opposent les protagonistes n'ont pas encore été abordées. On en est là. Et si ces questions viennent à être mises sur la table de discussion, imaginez un peu. Je pense qu'il est temps que les deux camps comprennent qu'ils fatiguent le peuple togolais. Je suis d'accord. Il nous fatigue depuis longtemps. Il nous fatigue et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et le parti au pouvoir et l'opposition, tous les deux, ils nous fatiguent. On n'a pas, le peuple togolais ne mérite pas ça. On a d'autres projets, on a d'autres ambitions, on a envie de développer ce pays, on a envie d'aller loin. Ce n'est pas la politique qui va nous bloquer. Et donc il est temps que le chef de l'État comprenne la situation actuelle, que le chef de file de l'opposition comprenne la situation et que tous les deux, ils nous donnent la solution à cette crise. On est fatigué, on est vraiment fatigué. Docteur. Oui, je suis content que David, vous voyez les David. Non, je partage aussi la position de David. Je partage aussi. Il faut arriver à ça. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. J'ai fait l'université à Lyon avec un Chinois de Hong Kong qui est venu nous rendre visite. Et puis il m'a dit, mais David, vous en êtes au 27e dialogue, oui. Il dit, vous êtes 7 millions d'habitants et vous faites 27 dialogues. Les Chinois qui sont 1,5 milliard, s'ils devaient faire dialogue, ils vont faire 1 million de dialogues. Et puis on revient à des choses sérieuses. Et il me donne une statistique que moi je n'avais pas. Il me dit, en 12 ans, que la Chine a vendu 30 000 motos aux Togolais, en raison de 400 000 à peu près. Ça fait 12 milliards. C'est-à-dire que les Togolais ont donné 12 milliards en 12 ans à la Chine. Ça veut dire 1 milliard par an. Est-ce que vous imaginez ce pauvre pays? Et on est dans la rue en train de marcher pendant qu'on n'arrive même pas à fabriquer une seringue ou bien une aiguille. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Je rappelle que la rue s'annonce encore pour les 6. Oui, mais bon, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait depuis le 19 août qu'on a commencé. Et chacun est campé, c'est ce qu'il dit. Tout le monde est campé sur sa position. Et ce qu'on... moi, j'ai envie de demander, c'est... La marche, c'est pourquoi? Parce qu'au départ, on nous a dit départ du chef de l'État, retour à la Constitution de 1992, et on n'a pas obtenu tout ça là. Pourquoi les chefs de... Il a dit quelque chose de très important.
Le chef de file de l'opposition représente peut-être dans la hiérarchie le 4e degré, le personnage de l'État. Ils doivent avoir un téléphone, ils doivent avoir pour communiquer. Pourquoi ils ne règlent pas ça? Parce que ça fait mal de voir les gens qui marchent dans la rue et le soir, ils rentrent le ventre vide de la maison pendant que les dirigeants de C14 vont au champagne avec des choses. Leur liberté. Oui, mais quelle liberté? Les gens, on nous a fait croire ça au Kenya, vous avez vu ce que ça a donné. Et puis, quelque chose qui est grave, c'est qu'au niveau de l'opposition, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guezongo la fois passée? Jean-Pierre Fabre... C'est un épiphénomène, disent-ils. Non, Jean-Pierre Fabre est au micro, il y a un militant du PNP qui saute sur le... C'est pas un militant, c'est le secrétaire général. Voilà, le secrétaire général du PNP qui saute sur et qui lui arrache le micro, qui dit... Va faire campagne chez toi. En fait, il paraît que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est quand le chef de file de l'opposition a fini de parler, qu'il a pris le micro et se serait exprimé en cotocoli de cette manière-là. Donc, bon. Comment voulez-vous? Dans le groupe, on estime que ce n'est pas un grand problème. Si, c'est un grand problème. Parce que, je vous répète, si jamais il n'y a pas unité de l'opposition, il n'y aura jamais une alternance. Parce que Finalement, vous êtes d'accord que les deux partis fatiguent tout le monde? Oh oui, le pouvoir comme le... Mais on croirait à une blague parce qu'on a des choses à faire. Les gens souffrent, il n'y a pas d'argent, tout ça là. Oui, je rejoins les deux David. David sur le plateau. Une fois. Oui, que véritablement, le pouvoir et l'opposition fatiguent le peuple. D'accord? Les deux camps me fatiguent. Moi, le samedi, quand j'ai un peu suivi les déclarations du chef de file de l'opposition, qu'il a exprimé ses positions que les gens ont beaucoup notées, ça me donnait du sourire. Et aussi du côté du gouvernement, avec Bahara aussi, qui quand même, avec le même discours. Finalement, c'est où on embarque le peuple. D'accord? La situation économique est vraiment mauvaise et délétère. Mauvaise. Les gens ne mangent pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Allez dans même à Lomé, il y a des difficultés qui sont là. Mais tout matin, midi, soir, on parle de la politique, on parle du dialogue, on parle de ci, on parle de ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens, c'est-à-dire que les deux camps, là, trouve une solution pour le pays. Maintenant, si le camp d'en face, peut-être l'opposition, ne peut pas trouver je crois que même le chef de l'État lui-même doit être interpellé. Il faut que peut-être ses collaborateurs lui donnent les bonnes informations, que ça ne va pas. Les entreprises... Il le sait, s'il y a eu un rectificatif budgétaire à cause de la situation. Exactement. Même l'OTR, ils ont dit que bon voilà, leurs recettes, tout ça, ils ont diminué. Et ils ont lancé maintenant des campagnes, d'accord, pour entrer dans les maisons, tout ça, pour pouvoir faire la taxe sur l'habitation. On a encore une pression fiscale sur le dos. Exactement. C'est ça, parce que l'État a besoin des ressources et que les ressources ne rentrent pas. Maintenant que l'activité, tout rien ne marche, comment ils vont faire? C'est pour ça, je dis comme David l'a souligné, que les deux camps sont en train de nous fatiguer. Ils sont en train, c'est-à-dire que c'est le peuple qui paie les pots cassés, parce que quand eux, ils rentrent chez eux, ce sont des champagnes. Oh, ils mangent bien. Ils mangent bien. Ils sont au caviar. Regardez, que quand ils viennent ils sont à 4-4. Quand ils viennent à 2 février, ils sont dans des grosses 4-4 climatisés. Mais nous, on vient avec quoi? À pied ou à moto. C'est ça la réalité. Sous la pluie. Oui, sous la pluie. Sous le soleil. En plus. Donc c'est dire que ces situations-là pourraient être évitées depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui. Ça fera bientôt un an. Bientôt un an. Et que ces situations, c'est-à-dire que vous prenez les analystes, ils disent vraiment, ils n'ont jamais vu une situation d'un pays aussi durée comme ça. Et que jusqu'à présent, on n'a pas encore de début de solution. Maintenant, le sommet de la CEDEAO s'appresse. Ils vont faire une feuille de route que rapidement, ils vont rapidement les soumettre. Maintenant, toutes les questions qui ont été énumérées, est-ce que toutes ces questions-là vont trouver des réponses? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils auront la possibilité de vider toutes ces interrogations. Maintenant, vous allez voir, sur le terrain, l'opposition a investi le terrain. Vous allez voir, ils ont les meetings partout. Qu'est-ce qu'on prépare? On dit aux gens que non, que ce n'est pas les élections. On veut expliquer aux gens, mais on comprend que l'opposition est dans la dynamique d'aller aux élections. Maintenant, est-ce que les réformes
vont se faire avant ces élections, that is the question. La question reste entière. Et tel que, en interrogeant l'histoire politique de notre pays, d'accord, et les leaders que nous avions devant, c'est qu'au moment venu, ces gens-là, d'accord, l'opposition, elles iront aux élections sans peut-être forcément avoir ce qu'ils ont pris le temps, d'accord, de réclamer. Et tous les dégâts collatéraux que ça a créé, on en serait encore là. Mais quand même, ce sera dommage et très malheureux pour notre génération. David Jagbavi, pour les facilitateurs, aujourd'hui, en optant pour une nouvelle feuille de route, est-ce qu'ils sont déjà dans la logique de recommandations comme l'avait préconisé le dernier sommet de la CEDEAO? Je pense que c'est à cela qu'on va arriver. Hein, parce que mais si on en arrive là, est-ce que ce ne sera pas un échec pour les deux camps qui se sont assis pour dialoguer? Parce que vous n'êtes pas capable de vous entendre. Ça s'est passé en Sierra Leone, je crois. Si vous n'êtes pas capable vous n'êtes pas capable de vous asseoir en tant que fils d'un même pays pour discuter de vos problèmes, de vos oppositions, la CEDEAO vous impose. Et je pense que c'est ce qui pourra peut-être dénouer la crise. Parce qu'il en va de la stabilité de la sous-région aussi. Et donc il ne faut pas que le cas du Togo crée des situations instables dans le reste de la sous-région. La CEDEAO a l'obligation d'aller vers des solutions pour cette crise-là. Et ces solutions seront consensuelles. Et ça sera équitable des deux côtés. On verra ce qu'il faut mettre là, on verra ce qu'on mettra là. Pour que, finalement, et ça prouve l'irresponsabilité de nos politiciens. L'irresponsabilité de nos politiciens. À cause de quoi? À cause d'un pouvoir, à cause d'une envie d'arriver au pouvoir. On sacrifie le peuple togolais ainsi. Pendant des mois, ça fait 1 an bientôt pour cette crise. Moi, je suis citoyen de ce pays autant que vous tous. Nous avons les mêmes droits, mais j'ai mal de constater que rien n'avance. Et parce qu'on vous dit qu'il y a une crise politique, pourquoi il y a une crise politique dans ce pays? Il faut trouver une solution. Et la solution, elle est là. Personne ne veut aller vers cette solution. Donc la CEDEAO a l'obligation d'imposer ou de proposer des pistes de solutions pour sortir le pays de cette situation. Ça fatigue. J'ai eu un monsieur l'autre fois dont les partenaires devraient financer certains forages dans certaines régions du pays. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? D'accord, on lui a dit que bon voilà, vous êtes en crise. Tout le projet a été fait, le gars, même le monsieur avait préfinancé certaines choses. J'avoue que j'ai vu le monsieur, il pleurait à grosses larmes. C'est ça la réalité. On dit, il y a crise, on ne peut pas envoyer l'argent. Ça rappelle, docteur, le samedi dernier, un monsieur qui me disait, ses partenaires indiens qui l'accompagnent depuis des années ont quitté le pays en disant, vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Oui, c'est normal. Vous savez, je me rappelle que pendant quand le Togolais avait voulu déclencher la grève générale illimitée, on a battu un record avec 9 mois de grève. Et quand... C'est une première dans l'histoire. Non, c'est un record. C'est un record absolu. Il n'y a aucun pays qui a fait 9 mois de grève d'affilée. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a fait ça. Avec des dégâts terribles. Les gens ont vendu leur maison, des gens se sont suicidés, les femmes du marché ont... On est parti à Hollande. C'est à ce moment que le Zémidjan s'est développé, la prostitution et tout ça également. On est arrivé à Hollande en 97 et on nous fait visiter l'usine qui fabrique Flisco. L'usine qui a Flisco, le wax. Et le directeur qui parlait français, quand il a vu que nous sommes des Togolais, il dit vos femmes ont plein de dettes ici. Ils ont des milliards de dettes, mais c'est des femmes qui avaient tellement investi dans cette entreprise. Et c'est là où nous avons fait voir que des femmes venaient avec des milliards, commandaient des pagnes, c'est-à-dire des modèles. Que l'usine arrête de travailler pour 5-6 jours pour faire rien que le modèle de cette Togolaise. Et c'est ce modèle qu'on vend partout au Togo, au Ghana. Et que pendant cette grève générale imitée, toutes les femmes sont brûlées. Ils ont eu tellement de dettes. Mais le directeur, tu sais, les Blancs, ils ont dit, elles sont tellement débrouillards qu'on va leur faire confiance. Et on leur a fait confiance. Et on a discuté là-bas, on a vu comment les modèles se passent. Maintenant, on reprend des marches pendant 9 mois. Les gens vont se
se ruiner encore. Déjà, ils sont ruinés déjà. Ah ben, ils sont ruinés déjà. Et ça n'arrange personne, comme David l'a dit. Si l'opposition prend le pouvoir aujourd'hui, il retrouve les caisses de l'État vides. Et c'est les gens qui vont les lapider. Parce qu'ils vont dire, ah, vous avez promis, tout ça là. Donc, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Cette obsession à vouloir faire. Non, parce que David l'a dit, c'est pas quand même compliqué ce qu'on demande à l'opposition et au pouvoir de faire. Bon, on fait des réformes, mandat limité à 2, élection à 2 tours, vote de la diaspora, ça. Bon, il faut exclure la démission du président de la République, parce qu'il est élu encore jusqu'à 2020. Et donc, il faut ces réformes. Et ça, ce n'est pas des choses compliquées qui nécessitent qu'on paralyse le pays pour 9 mois. Et on a dit, mais si la situation est comme ça, il n'y a pas d'élection, ça avantage qui? C'est le pouvoir. Le pouvoir, 62 députés au Parlement, vous n'avez que 29 députés et il y en a qui votent pour le pouvoir. Qui ça avantage, cette situation bâtarde-là? C'est le pouvoir qui tire toutes les ficelles, parce que vous... Et si vous ne savez pas faire, le pouvoir est déjà sur le terrain avec les projets, machin, tout ça. Et maintenant, heureusement que dernièrement, l'opposition a compris, faire de petits meetings. Mais, si vous êtes dans cette logique de marche, les marches, ça n'a rien donné. À part les 16 morts. Et le fait que ça a ruiné tout le pays. Mais quels sont ceux qui sont ruinés? Ce n'est pas les gens du pouvoir. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas les gens de l'opposition, les leaders de l'opposition aussi. Hein. Oui. Et il y a un gros problème qu'on n'a pas évoqué. Il n'y a que 14 partis politiques sur les 115 qui négocient avec le pouvoir. On a posé la question, si après cette négociation-là, les autres, et il y a 25 partis qui se rassemblent aussi, qui disent à la CEDEAO, non, on n'est pas partie prenante de ce que les 14 ont fait. Qu'est-ce qu'on fait? Les accords n'engagent que les signataires. Les accords n'engagent que les signataires. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, nous, ça nous donne toujours des sujets à développer dans le rendez-vous du soir. Merci David Diakwavi, togosite.com. Merci Yohannes Akoli, Republic of Togo. Dr David Iou, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À demain.